Bon anniversaire, Denis Boide. Merci. Alors, c'est pas l'anniversaire de votre naissance, vous êtes né le 1er novembre. Et c'est ça, vous savez tout. Eh oui, mais c'est votre je regarde sur ton Facebook, mais c'est votre première année au Sénat. Au Sénat, c'est ça. Alors, on a vu Laurent Burgoa faire une grande conférence de presse. Et puis vous, juste une petite photo sur les réseaux sociaux. Alors, quel bilan vous tirez de cette première année d'activité ? Non, mais c'est un bilan de cette première année d'activité. Bon, c'est premièrement la découverte du Sénat pendant 2 ou 3 mois qui sont un petit peu nouveaux pour moi. Je suis arrivé à la présidence d'un département et découvrir le fonctionnement d'un Sénat. Disons que jusqu'à Noël, j'ai vu un petit peu comment il fallait travailler, comment on travaillait au Sénat. Avec un changement de rythme où quand même au Sénat, c'est plus cool qu'au département. C'est pas plus cool, le rythme, ça demande beaucoup de travail quand même sur les dossiers, il faut les regarder, mais ça veut dire que c'est plus du tout la même chose, on n'est plus dans du factuel comme on peut l'être au département, mais après, depuis le mois de janvier, je me sens très à l'aise et voilà, je fais mon travail. En plus, je suis dans une commission que je souhaitais être, la commission des développements économiques, et donc c'est exactement où je voulais aller. Le blues est passé. Est-ce que c'est quand même difficile quand on est au Sénat, on pourrait dire la même chose de l'Assemblée nationale, quand on est dans l'opposition? Finalement, est-ce que c'est compliqué de faire avancer ces idées? Mais il est évident que, premièrement, on n'est pas dans la majorité présidentielle. Oui. Donc on est déjà dans l'opposition à la majorité présidentielle. Deuxièmement, on est au Sénat, on est 65 députés socialistes, écologistes et républicains, voilà comment on s'appelle maintenant. Et de l'autre côté, vous avez plus de 130 sénateurs de droite. Donc on est dans un rapport de force qui ne nous est pas favorable. Le Sénat, l'avantage qu'il y a, c'est que même si c'est très politique, ça devient de plus en plus politique maintenant à l'approche des élections, il y a quand même des débats de fond sur des lois, sur des règles, sur des amendements qu'on peut apporter. Et parfois, on arrive à trouver un consensus, rarement, mais on arrive parfois à trouver un consensus avec des collègues qui ne partagent pas tout à fait la même sensibilité que nous. C'est ça vraiment la valeur ajoutée aussi, on dit que ce sont les élus des élus, c'est que c'est très technique. Oui, voilà, on l'a vu sur technique, la loi sur l'eau. Je ne sais pas si c'est technique, mais on est proche des collectivités territoriales en général. Il y a un sujet qui vous tient particulièrement à cœur, c'est les assurances pour la viticulture. En plus, voilà, il y a quelque temps, les viticulteurs, notamment gardois, ont été touchés. Où on en est sur le sujet? Là, je suis en train depuis maintenant plus de 3 mois, je fais des auditions d'un certain nombre de personnalités qui ont un rôle dans le... Vous avez vu aller sur le terrain? Le dernier, aussi. c'était le président de la Fédération des assurances que j'ai auditionné avec des collègues au Sénat. On a subi un gel au mois d'avril, le 9 avril, d'intensité et géographiquement sur l'ensemble de ce pays, c'est toute la France qui a gelé. Hein, c'est très rare que ça arrive de cette manière-là. Et je crois qu'aujourd'hui, ce qu'on a besoin, c'est de rassurer tous les agriculteurs, quels qu'ils soient, avec un système assurantiel. On ne peut pas se fier toujours à une calamité agricole, un régime des calamités agricoles dont on ne sait pas quel sera exactement le montant. Quand le gouvernement annonce 1 milliard d'euros, c'est beaucoup 1 milliard d'euros. Mais en fait, c'est très peu. Mais quand vous le divisez par le nombre de départements et quand vous le divisez par le chiffre d'affaires de chaque département ou par le chiffre... Au niveau national, c'est 6 milliards d'euros de pertes envisagées à ce moment. Mais voilà, ça fait pas une indemnité qui permet à l'agriculteur de survivre. Et le but, c'est de bien trouver un système assurantiel qui nous permette d'aller vers une sécurisation des exploitations. Que ça va être Écoutez, moi j'ai posé des questions au ministre Julien de Normandie au tout début, après le gel. Là. Depuis 3 mois, je vous dis, je travaille sur ce dossier régulièrement. On va finir nos auditions, on mettra en place un rapport, on communiquera sur ce rapport. Moi j'ai la conviction qu'il faut faire en sorte que la ferme France soit garantie contre ces aléas climatiques. On ne peut pas accepter qu'un agriculteur au petit matin perde 100% de sa récolte. Mais concrètement, c'est quoi? C'est l'État qui va venir pallier aux assurances privées? Non, je pense qu'il faut que ce soit un système assurantiel. Mais pour que ce système assurantiel fonctionne, faut-il encore qu'il soit subventionné. Eh oui, donc parce que sinon, le coût de l'assurance est trop élevé. Oui. Ce n'est plus un risque aléatoire, c'est un risque certain. On est dans un changement climatique qui fait qu'on passe par des régions, des moments où il pleut abondamment, c'est pas ici. Donc ça veut dire que c'est de plus en plus fréquent. On passe par de la sécheresse, on passe du gel, on passe par de la grêle. La fréquence aujourd'hui est énorme. Donc on sait que le modèle assurantiel tel qu'il est prévu aujourd'hui ne peut plus fonctionner. Oui, puis donc les assureurs, ils rechignent un peu aussi. Mais les assureurs, ils ont un rapport sur des cotisations de 150%, ils ne peuvent pas continuer. Donc évidemment. on est bien obligé de trouver un système où la solidarité nationale va rentrer dans le compte. C'est-à-dire l'État pourrait venir abonder vous savez, pour les catastrophes naturelles, vous payez un certain pourcentage de vos cotisations d'assurance pour les catastrophes naturelles. Pourquoi demain ne pas envisager qu'on vous majore votre cotisation de façon à ce que vous êtes attaché à vos agriculteurs, que je sache. Vous êtes attaché à vos paysages dans ce département.
Pourquoi on ne demanderait pas à la solidarité nationale d'accompagner les agriculteurs dans ces moments difficiles-là? Et là, ça veut dire tout simplement qu'il faut réformer le système assurantiel qui est prévu par le règlement Omnibus de l'Europe. Il faut passer à 70% de subventions et 20% de franchise. C'est très technique, on ne va pas rentrer dans la technique, mais moi je pense que s'il y a une volonté politique, j'ai auditionné la Fédération des sociétés d'assurance, j'ai auditionné la Fédération des exploitants agricoles, les caves coopératives, nous allons faire les caves particulières. On fera un débat. Dans ce fond, on en reparlera effectivement. Coralie, peut-être un mot sur le département, on avance? Oui, sur la politique locale, on avance. C'est un beau sujet, ça. Mais bien évidemment, mais on en fera parce un débat. parce On que, vous réinvitera. parce que honnêtement, on ne peut pas laisser les agriculteurs dans le désarroi comme ils sont Et aujourd'hui. surtout que ça pose des questions pour la génération qui arrive. Voilà, c'est surtout pour les jeunes que je parle d'ailleurs. Le département peut aussi faire, pour le conseil départemental pour l'agriculture. En tout cas, vous avez été réélu sur le canton d'Uzès. Est-ce que vous avez rencontré, on imagine, la présidente, la vice-présidente, et comment vous appréhendez ce nouvel exécutif? Bon, je crois que l'exécutif sera forcément complètement différent. Chacun a sa manière de travailler, sa manière de fonctionner. On n'est pas du tout devant les mêmes problématiques que ce que j'étais moi en 2015. On avait une majorité relative. Oui. On avait quelques soucis de la majorité. Et on avait face à ça une opposition avec qui il fallait bien travailler de façon à ce qu'on puisse faire avancer les dossiers. Et des problèmes financiers, ce qui est moins le cas aujourd'hui. Des aujourd'hui. problèmes financiers, ce qui n'est pas le problème aujourd'hui. Aujourd'hui, on a 110 millions d'euros d'excédent de fonctionnement. Françoise Laurent-Pérégaux a les mains libres, la majorité a les mains libres. Mieux travailler. On pourra mieux travailler, on pourra sortir en plus de beaux dossiers. Je crois qu'il y a de belles choses à faire dans ce département. Et l'action que j'ai conduite pendant ces 5 ans et demi ou ces 6 dernières années, Françoise Laurent-Pérégaux Quelles sont les va priorités poursuivre dans pour cette vous? action-là. Quelles sont les priorités? S'il y avait 3 priorités à faire, quelles seraient-elles? Mais je crois qu'on ne peut pas être, je disais tout à l'heure, la problématique liée à l'emploi. On est dans un département qui a un taux de chômage qui est au-delà de 10%. On ne peut pas rester indifférent à ça. On est dans un département où il y a un vieillissement de la population et un coût du social avec la précarité qui est énorme. On ne peut pas faire comme Yoann Gillet, se contenter de dire que c'est de la triche. C'est pas vrai. La triche, elle est epsilon dans ce département. Mais est-ce que vous avez 2-3 mesures concrètes sur les priorités? 2-3 mesures concrètes. Poursuivre l'action qui a commencé dans les collèges avec la construction de collèges nouveaux. Où ça, le collège? Non, mais après c'est à définir. Vous souriez, vous le savez. Où ça? Mais non, mais après, c'est une question d'opportunité. Allez, c'est pas la peine de dire je vais vous faire un collège là. Vous le savez, vous avez fait une étude avec Nathalie Nury. Arrêtez, sur 5-10 ans. Vous le savez très bien, juste vous voulez pas nous le dire. Il suffit de repartir de l'étude de Nathalie Nury. Vous poserez la question. Et vous poserez la question à Nathalie Nury. Après, il y a un projet qui moi je ne l'ai pas fait, mais qui je trouve formidable. C'est le centre de Méjeanne Le Clap. La présidente dit qu'il faut effectivement sur ce centre investir. 10 millions on a besoin d'investir et ça donner. pourrait devenir en plus une base arrière des Jeux Olympiques, non? Y compris pour le vélo, et surtout spécialisé sur le vélo. Mais on laisse une gestion publique ou est-ce qu'on le confie à un délégataire privé? Nous n'en sommes pas là. Je crois qu'il faut faire une évaluation des travaux qu'il faut faire. On ne peut plus faire de l'accueil de sportifs dans cet établissement avec les conditions d'hébergement qu'il y a. Donc il faut réinvestir là-bas, il faut trouver du partenariat peut-être, il faut avoir un vrai projet mais c'est en train de se mettre en place, je n'en doute pas une seconde. Mais elle est rapidement la dernière priorité, on n'a eu que 2 là. La dernière priorité... Très concrète, et rapide, et concise. Non, mais je vous le dis, je crois que... Je ne sais pas comment on compte, mais on ne compte pas la même chaîne. Je vous dis, le social a de l'importance. Je vous ai dit les collèges parce que la formation. Et je vous ai dit derrière, non mais social, je vais vous dire, construction de maisons en partage, l'hôpital à domicile, les EHPAD. Bon, c'est bon, on a dépassé les 3. Vous sollicite? Oui, je la vois régulièrement. Oui, bien sûr. Conseils. Après j'essaye de rester à ma place. Je veux dire, on a changé de président, on a changé de voilà. Pourtant, il y a quelques semaines, on vous a vu beaucoup vous déplacer dans différentes communes sinistrées, notamment par les inondations. Alors vous étiez dans votre rôle de sénateur, mais comme on n'a pas vu la présidente sur le terrain aller rencontrer les sinistrés, on s'est demandé si vous n'aviez pas remis votre casquette. Ça lui fait sourire ta question. Chacun fait ce qu'il veut. Et vous avez remarqué que moi, je vais dans les collectivités territoriales, j'en ai fait une encore après-midi. Sans les médias, ça c'est vrai. Voilà, je n'appelle pas votre journaliste, je ne le dérange pas pour m'accompagner et faire 3 photos. Vous l'avez remarqué, Merci, j'ai fait toutes les collectivités territoriales. Il me semblait de mon devoir. J'ai vu le maire de Bernis. Pour parler de lui, j'en ai vu d'autres, mais j'ai vu lui. J'allais voir le maire de Vergennes en commençant. J'ai vu le maire de Bernis. Il m'explique qu'il y aura la possibilité de faire un bassin de rétention parce qu'il récupère l'eau qui arrive de l'Anglade ou je ne sais où, qui aurait évité que si on avait fait un bassin de rétention, qu'elle se déverse sur l'autoroute et qu'elle se déverse sur la voie ferrée. Je ne sais pas si on se rend compte qu'on
On a coupé, si on n'avait pas eu la LGV, on coupait les liaisons de train depuis 15 jours entre le nord et le sud. Je ne sais pas si on se rend compte qu'on a eu... Ça veut dire qu'on a la fin de l'interview. On voulait juste vous poser une dernière question. On a vu Anne Hidalgo qui est créditée de 4% dans les sondages. Bon, c'est pas terrible. C'est la candidate du Parti Socialiste. Très certainement, elle va s'opposer à Le Foll, mais on imagine que celle qui va être désignée par les militants. Est-ce que finalement, Anne Hidalgo avec le Parti Socialiste, c'est un coup d'épée dans l'eau pour peut-être faire éclore Carole Delga en 2027 ? Si ça doit faire éclore Carole Delga de Ville-des-Aides, dites-vous bien que je serais ravi. Donc c'est clair, c'est net, c'est précis et c'est très court. Après, pourquoi vous y croyez à la victoire ? Pourquoi vous dites Anne Hidalgo 4,5 ? Moi j'ai vu un sondage, elle était à 7 déjà. On n'a pas tous les mêmes lectures. Peut-être qu'on ne l'a pas regardé au même moment. On l'a pas regardé au même moment. On est d'accord. Mais il n'empêche que nous sommes loin de l'élection, je l'ai dit. Anne Hidalgo... Mais les yeux dans les yeux, vous pensez vraiment que le Parti Socialiste peut l'emporter ou c'est trop tôt ? En toute honnêteté. Je voudrais simplement vous rappeler que si nous sommes capables de réunir la gauche autour de nous, comme l'a fait Carole Delga dans cette grande région, on va gagner les élections. On l'a vu tout à l'heure avec M. Séguier et Mélenchon, c'est pas évident. Vous l'avez vu dans le département. C'est vrai. Voilà. Donc je pense qu'il faut se remettre en mémoire quand même que nous avons une femme, Anne Hidalgo, pour citer Anne Hidalgo, qui a été élue maire de Paris. Paris, c'est pas Blozac, comme vous me disiez il y a quelques minutes, qui a une côté de relations internationales que peu d'élus ont, qui a une expérience du fonctionnement d'une collectivité. Vous y croyez. Et je pense que peut-être que l'heure est venue pour que ce soit une femme qui soit présidente de la République. Ça pourrait être la surprise de 2022 ? Vous savez, Macron, ça n'a pas été la surprise la dernière fois. Merci, Denis Boite, d'avoir répondu à toutes nos questions.